Ils ont révolutionné la vie des montagnes. En un siècle, les téléphériques et les remontées mécaniques ont acheminé des millions de skieurs, de promeneurs et de professionnels sur les sommets les plus hauts et les plus beaux. Des machines vérifiées chaque jour, entretenues par une armée de techniciens. On se retrouve sur un système qui est éprouvé, robuste, qui est relativement rudimentaire de par sa technicité. Les remontées mécaniques sont un des systèmes de transport les plus sûrs au monde. Avec moins de 7 morts ou blessés graves pour 100 millions de passages, le transport par câble est bien plus sûr que la route, le rail ou l'avion. Mais quand l'accident survient, il est imparable. Le risque zéro n'existe jamais nulle part, surtout quand il y a intervention de l'homme. Qu'un câble casse, qu'un frein lâche, et c'est la catastrophe. Comme celle de Stresa en mai 2021. Les passagers n'ont aucune possibilité d'arrêter, de bloquer la cabine. Je ne veux pas penser à ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ils se sont sûrement rendus compte de ce qui leur arrivait. Des contrôles défaillants, un frein désactivé, 14 personnes sont mortes écrasées par souci d'économie. J'ai parfois envie de pleurer. Il y a eu trop de morts. Dans les Pyrénées françaises, c'est la hâte de construire pour sauver la saison qui a précipité un télésiège au sol en 1987. Avec une telle construction, le massif il devait casser un moment ou un autre. 200 skieurs projetés des dizaines de mètres plus bas, loin de tout secours. Je vois le pylône arriver, je me suis pris en pleine tête. On se sent projeté dans les airs. C'est un choc épouvantable. Je dis, bon, tu vas mourir, c'est fini. Et le danger peut aussi venir de loin. À Cavallese, une erreur de pilotage a coûté la vie de 20 personnes. Ils comprennent tous qu'ils vont mourir, qu'ils ne peuvent pas se sauver. La cabine va s'écraser de tout son poids au fond de la vallée. Survivants, ingénieurs, experts, ils ont tous accepté de revenir sur ces accidents tragiques. Ça a été bâclé, il devait tomber ce télésiège. Je me dis, mais à cause de ça, il y a eu des personnes qui ont perdu la vie. Qui contrôle ces installations? Leur construction, leur maintenance? Comment un pylône peut-il résister à une traction de 45 tonnes? Sommes-nous vraiment en sécurité, suspendus à un câble de moins de 5 cm? En route pour des sommets hors de contrôle. Depuis la toute première cabine, créée en 1924 pour l'aiguille du Midi, la France est l'un des pays les mieux équipés au monde en remontée mécanique. 3000 km de ligne, 46 téléphériques, plus de 1000 télésièges et télécabines qui débitent jusqu'à 3 millions de passagers à l'heure en haute saison. Et le transport par câble n'est plus l'apanage des sommets. Aujourd'hui, ce système de transport n'est pas un système de transport uniquement dédié aux stations de ski. On commence à avoir un essor en urbain. De Brest à Toulouse, La Paz ou Barcelone, il gagne toutes les grandes villes du monde. Le transport par câble peut être une bonne alternative au trafic en ville, parce qu'il passe au-dessus du sol et au-dessus des immeubles. Rapide, économique, le câble a l'avenir devant lui. Si tout le monde respecte les règles en vigueur, le drame qui a frappé l'Italie en 2021 ne devrait jamais se reproduire. Stresa, entre lac et montagne. L'un des joyaux du lac Majeur et l'une des destinations les plus prisées d'Italie. Son climat, la beauté de ses paysages, les hôtels Belle Époque de sa Riviera attirent des milliers de touristes. Perché au-dessus de la ville, le mont Motarone, un balcon sur les Alpes et les lacs que les touristes peuvent rejoindre depuis 1970 en téléphérique. Il est presque midi quand le 23 mai 2021, la famille Biran arrive à la gare du téléphérique. Amit, Tal et leurs deux petits garçons, Tom et Eitan, de 2 et 5 ans, veulent faire découvrir Stresa aux grands-parents qui arrivent d'Israël.
C'est la première fois que les enfants vont monter à bord d'un téléphérique et vont pouvoir admirer le spectacle de ce voyage suspendu. Le téléphérique du Motaron relie Stresa au sommet du mont, à 1385 mètres d'altitude. Avec un premier tronçon de 2,5 km jusqu'à Alpino. Et un second de 3 km sur un dénivelé de 600 mètres jusqu'à la gare de Motaron. Le téléphérique peut emporter 35 personnes. Quand la cabine se met en branle, les deux petits sont aux anges. Une sensation que connaît bien Simone Bassi, passionné de remontées mécaniques. Ceux qui s'amusent le plus sur les téléphériques, ce sont les enfants. Ils ressentent une sensation de voler, car la cabine passe au-dessus des arbres et du village, suspendue à un fil avec le vide tout autour. L'ascenseur des montagnes est pourtant bien accroché, ou plutôt posé sur un câble fixe, tendu entre deux gares, le câble porteur. C'est sur ce câble que le chariot fixé au toit de la cabine vient rouler. Mais la cabine n'avance pas toute seule. Un autre câble, le câble tracteur, est solidement attaché au chariot. C'est ce câble qui la tire au sommet. Actionné par un moteur électrique, le câble tracteur tourne en boucle entre la gare du haut et celle du bas. C'est ainsi que quand une cabine monte, l'autre descend. Évidemment, les enfants préfèrent se mettre près des fenêtres, près des vitres, pour pouvoir regarder le paysage. La maman d'Ethan prend une photo et elle l'envoie à sa famille pour partager ce beau moment de joie. C'est impressionnant de penser au bonheur et à l'insouciance de cette famille, alors que personne ne peut imaginer ce qui leur arrivera quelques instants plus tard. À la gare intermédiaire, la famille Biran change de cabine pour attaquer le deuxième tronçon. Ce 23 mai 2021, la cabine numéro 3 s'élance avec 15 passagers. Ici, on a une vue spectaculaire. Mais les gens qui ont un peu peur se demandent souvent si ces câbles vont tenir. Car vus depuis la cabine, ils paraissent beaucoup plus fins qu'ils ne le sont en réalité. 5 cm de diamètre pour le câble porteur, 2,5 cm pour le câble tracteur. Le secret de sa force, sa structure. Le noyau central, l'âme du câble, est en fibre textile coincée entre 6 gaines d'acier, les taurons. Et chacun de ces taurons est lui-même un assemblage de 19 brins de métal, de différents diamètres, tressés en hélice. Le câble est donc composé de 114 fils d'acier. Le fait d'avoir un entrelacement de plusieurs fils entre eux fait qu'on va avoir les caractéristiques de l'acier qui sont reconduites et la somme de tous ces petits fils va représenter une section équivalente à un barreau d'acier. Donc c'est quelque chose de très résistant. Si un fil casse, tous les autres restent en position et continuent à supporter les tensions qui agissent sur le câble. En fonctionnement, le téléphérique soumet le câble tracteur à une force de 9 tonnes. Mais lors des tests réalisés pour sa mise en service, le câble a supporté 47 tonnes. Depuis, il est révisé chaque année. Les contrôleurs électromagnétiques permettent de déceler des ruptures internes de fils ou des usures ou de la corrosion importante des fils à l'intérieur du câble. Sur le câble du Motarone, les derniers contrôles de type électromagnétique ont été faits en novembre 2020. Le câble a été considéré comme parfaitement apte au fonctionnement du téléphérique. Des contrôles rigoureux auxquels quelques centimètres du câble échappent tout de même. Une petite portion relie au culot de raccordement. Ce cône métallique de 25 cm de long est vissé sur le chariot. C'est par ce point de jonction que le câble tracteur est arrimé au chariot. L'élément présentant le plus de risque, qui est le plus sensible, ça reste l'élément de liaison, donc le culot. Toute la tension et la charge finalement des passagers passent au travers de cette pièce et sa rupture serait catastrophique.
Ce raccordement est emboîté dans une douille d'acier qui le protège, mais cache du même coup le culot et une portion du câble. Cette pièce massive est très difficilement contrôlable par un dispositif électromagnétique. On ne peut pas radiographier, donc le seul contrôle qui va pouvoir être porté sur le culot est un contrôle visuel. Elle peut être sujette à des problèmes de corrosion de fils, et pour la contrôler, il faut réussir à l'extraire de la douille, soit démonter la douille, soit l'extraire. D'après la législation européenne, cette pièce doit être inspectée tous les 6 mois. Or, le culot de Stresa n'a pas été vérifié pendant 5 ans. Les passagers de la cabine numéro 3 ne peuvent pas le savoir, mais le culot de raccordement au-dessus de leur tête est en bien mauvais état. À 12h12, ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la gare d'arrivée. Sur la vidéo de surveillance, on voit la cabine ralentir. Le voyage suspendu est presque terminé. La joie des passagers est évidente. On peut voir leur visage. On voit Ethan, on voit le personnel du téléphérique près de la cabine qui va rentrer en gare. Mais soudain, la cabine bascule, car le câble tracteur vient de casser net, tout près du culot de raccordement. Il est impossible qu'un câble casse sans raison. Si un câble casse, cela signifie qu'il y a eu une faute, une négligence ou un manquement encore plus grave au niveau de la maintenance. Si les vérifications avaient été faites dans les règles de l'art, le câble n'aurait jamais cassé à cet endroit. Sur les images, on voit le câble tracteur frôler le machiniste paniqué. Car sans son câble tracteur, la cabine n'est plus retenue. Le chariot repart vers la vallée, en roue libre sur le câble porteur, comme sur un rail. C'est très soudain. Les personnes s'entassent les unes sur les autres. Elles sont en proie à la terreur. S'ils ont essayé de se relever, ils n'ont pas réussi. Cette sensation d'accélération et cet écrasement contre les parois sont tellement forts qu'ils ne peuvent même pas tenir debout. Alors que la cabine accélère, la vie des 15 passagers ne dépend plus maintenant que d'un seul dispositif, qui se trouve juste au-dessus de leur tête. La rupture d'un câble tracteur est un événement rare, mais qui peut être envisageable. Lorsqu'un véhicule part à la dérive, il existe un dispositif, un frein embarqué, un frein de chariot, qui va être amené à freiner le véhicule. Le frein, sur le chariot de la cabine, est une sorte de double mâchoire en acier, à cheval, autour du câble porteur. Cette mâchoire est maintenue ouverte par un dispositif relié au câble tracteur. Si ce câble casse, alors la mâchoire se referme automatiquement. Le frein ancre la cabine sur place, c'est ce qui devrait arriver sur le motorhome. Et pourtant, la cabine continue. Ce qui est étonnant, c'est qu'après la rupture du câble tracteur, le frein d'urgence ne s'active pas. Les passagers ne peuvent évidemment pas savoir qu'une pièce métallique, une bride, bloque le frein d'urgence. Cette fourchette rouge retient les mâchoires du frein en position ouverte. Elle les empêche de se refermer sur le câble porteur. Le frein d'urgence de la cabine est désactivé. C'est une pièce qui est mise à disposition de l'exploitant pour procéder aux opérations de maintenance. Une bride ne peut absolument pas être utilisée pendant que des passagers sont embarqués dans les véhicules. C'est quelque chose qui est interdit. Les 2 brides sont pourtant bien là, avec des touristes à bord. Avec un frein qui ne peut pas fonctionner, la cabine est complètement hors de contrôle. La cabine fonce maintenant à 100 km/h. Les passagers n'ont aucune possibilité d'arrêter, de bloquer la cabine, et ils ressentent sûrement une sensation d'impuissance. Je ne veux pas penser à ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ils se sont sûrement rendus compte de ce qui leur arrivait. Certainement, les enfants se sont agrippés aux parents, et l'impossibilité de faire quoi que ce soit a dû les terrifier. Au bout de 480 mètres,
La cabine se rapproche inexorablement d'un pylône qu'elle ne pourra jamais passer à cette vitesse. Au niveau du pylône, il y a un changement d'inclinaison. La présence du pylône fait que la cabine va décoller comme sur un tremplin. Le chariot se décroche, il déraille, la cabine tombe dans le vide. Il y a un moment de silence et puis un grand coup. La cabine s'écrase 20 mètres plus bas et continue à dégringoler le long de la montagne. Alors que la cabine tombe, se cogne, chute, certains passagers sont expulsés à l'extérieur. Le père serre Ethan, il le protège avec son propre corps. Mais les chocs sont de plus en plus violents. La cabine frappe contre des troncs, se retourne et finit par s'encastrer contre de vieux arbres. De la cabine à Stresa. La cabine du téléphérique est tombée. Il semble que la cabine soit tombée au milieu du bois. On ne connaît pas l'état des passagers, sûrement très grave. Quand les secours arrivent, les débris de la cabine jalonnent la pente sur plusieurs dizaines de mètres. Cristiano Laltrella et Corrado Bernasconi sont pompiers. Ils sont parmi les premiers à arriver sur les lieux de l'accident. Plus je me rapprochais de la cabine, et plus je commençais à apercevoir les silhouettes des occupants. Dans un rayon d'environ 30 mètres, éjectés quand la cabine a heurté les arbres. On a commencé à chercher des signes de vie sur les corps par terre. Mais il était évident qu'ils étaient tous morts. Les passagers sont morts, sauf 2 enfants de 5 ans. Mattia Zorloni et Eitan Biran, retrouvés dans les bras de son père. Avec nos collègues, on les a transportés dans nos bras, jusqu'au bas de la montagne. La priorité, à ce moment-là, c'est de ramener les enfants le plus vite possible près d'un véhicule de secours. Grièvement blessés, les 2 enfants sont transportés en hélicoptère à l'hôpital de Turin. Mattia meurt pendant la nuit. Eitan est le seul survivant. Son père n'est plus là, sa mère n'est plus là, son petit frère n'est plus là, il n'a plus personne. J'ai le sentiment d'avoir échoué. J'étais en colère, j'ai pleuré, je le dis sans honte. J'ai encore parfois envie de pleurer. Il y a eu trop de morts. 14 personnes sont mortes dans la cabine du Motarone. L'accident bouleverse l'Italie. La question que tout le monde se pose est « Pourquoi a-t-on mis cette bride sur les freins d'urgence ?» S'il n'avait pas été bloqué, personne ne serait mort. Au cours des premières auditions, un des responsables du téléphérique fait un aveu surprenant. Dans ses déclarations, le chef du service technique affirme qu'il soupçonnait que le frein avait un dysfonctionnement et qu'il a mis la bride pour empêcher le frein d'urgence de se déclencher quand il ne le devait pas. Ce responsable aurait donc installé la bride pour éviter que le frein ne se déclenche à tout bout de champ. Si le frein d'urgence se déclenche de manière intempestive, ça entraîne un arrêt de l'installation pendant plusieurs heures pour faire des contrôles. C'est une situation qui est embêtante pour l'exploitant puisque pendant ce temps, il ne peut pas utiliser son téléphérique. Pendant ce temps, on ne peut pas vendre de billets. On ne gagne pas d'argent. Le pays apprend que les exploitants mettaient sciemment en danger la vie des passagers. Quand on découvre que la bride a été mise pour des raisons économiques, les gens en Italie sont restés bouche bée. Tout le monde était choqué, stupéfait. Face à cela, il y a eu des réactions de colère, de haine, d'indignation. Penser qu'on puisse bloquer un frein pour des raisons économiques ou d'un gain quelconque me fait penser à quelque chose d'absolument criminel et inacceptable.
quelque chose qui ne peut pas être justifié. 14 morts pour ne pas perdre de l'argent. Cela se pourrait-il en France? Désactiver un frein d'urgence en France sur une remontée mécanique est interdit. On va s'assurer que l'ensemble des dispositifs de sécurité sont toujours fonctionnels. Ce contrôle est fait par un technicien d'inspection agréé par le ministère des Transports. On ne joue pas avec la sécurité. Le ministère des Transports est très attentif à la sécurité de nos 3600 remontées mécaniques. Mais la France a aussi connu des accidents de câbles dramatiques, comme en 1987 dans les Hautes-Pyrénées. Nous sommes à Luzardiden, une station de sport d'hiver perchée à 1710 mètres d'altitude, au bout d'une route enlacée bien connue des amateurs du Tour de France. Il y a beaucoup de pistes et elles sont en général assez longues par rapport à ce qu'on trouve en général dans les Pyrénées. On a toujours l'impression d'avoir de la place et une station qui offre vraiment des qualités de ski indéniables. 60 km de piste, un domaine qui culmine à 2500 mètres et offre une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et le pic du Midi. Le 1er mars 87, c'est une journée printanière qui s'annonce. Les skieurs se pressent pour profiter de la neige, tandis qu'un drame se prépare en silence, en haut des pistes. Le 1er mars 1987, nous sommes en famille, tous les quatre, mon épouse et mes deux gamins. Tout le monde était content, tout le monde était décidé. On est arrivé à Luzardiden, ça devait être 9h30. À l'époque, Étienne Follet est photoreporter. Lui aussi a décidé d'aller skier à Luzardiden. Comme tous les amateurs de ski, il est impatient de découvrir la nouveauté que la station vient d'inaugurer. Il y a une nouvelle remontée et on voulait essayer, voir ce que ça donnait pour le plaisir du ski. Une remontée dernier cri, mise en service 3 semaines plus tôt. Le télésiège de la Caperette. La Caperette, c'est quand même le fleuron de la station. C'est un très bel ensemble. On sent les moteurs, on sent la puissance. La Caperette a tout pour plaire. Efficace, rapide, le télésiège débite les skieurs 4x4. D'une gare située à 1903 mètres d'altitude, au sommet des pistes, à 2358 mètres. Un trajet d'1 km 100, et tout cela en moins de 8 minutes. Avec un passage impressionnant, une partie du parcours à 98%, quasiment à la verticale. Daniel Buisson, qui est aussi sur la Caperette ce 1er mars, s'en souvient très bien. Il y a une barre rocheuse que tout le monde appréhende parce que c'est très pointu. On est toujours impressionné en se disant qu'il ne faut pas tomber à cet endroit. Un petit frisson qui ne déplaît pas à ces skieurs qui adoptent tout de suite la nouvelle remontée mécanique. Au fur et à mesure de la journée, le télésiège est rempli, il était plein, on faisait même la queue pour y accéder. À plein régime, la Caperette transporte 200 passagers en même temps, soit plus de 10 tonnes de skieurs. Une prouesse qui s'appuie sur une construction essentielle, la gare d'arrivée. Les ingénieurs appellent la station de retour. L'attention la plus importante sur une remontée mécanique s'exerce sur la station qui est en haut, à l'amont. C'est la station qui accueille le câble avec tout le poids des véhicules et le poids des passagers. Celle de la Caperette supporte une charge de près de 45 tonnes. Elle a été construite 6 mois plus tôt, en septembre 86. Première étape des travaux, le massif. Autrement dit, les fondations en béton. Le massif va permettre de stabiliser la superstructure, le pylône, la gare. Donc ce massif, il est à considérer comme un lest. C'est une fosse en forme de L qui a été creusée dans le sol. Un trou de 8,40 m de long sur 3,40 m de hauteur.
L'entrepreneur a installé une armature métallique et 10 tiges d'acier à l'intérieur de la fosse. C'est sur ces tiges que le pylône sera fixé. Puis, la cavité a été remplie de béton. Un béton dont la qualité doit être irréprochable pour résister à la traction du câble et aux variations de température en altitude. Pour finir, le pylône a été emboîté sur les tiges, ancré dans la montagne. Le béton résiste très bien à des efforts de compression, mais très mal à des efforts de traction. En l'absence de ferraillage, s'il est sollicité en traction, on va avoir des micro-fissures et qui vont avoir tendance à ouvrir le béton et donc à casser le béton. Il va être important de vérifier que les caractéristiques prévues sont bien au rendez-vous. Des vérifications qui n'ont pas été effectuées correctement à la Caperette. 3 semaines seulement après sa mise en service, le massif du télésiège est sur le point de céder. On trouvait que ce télésiège était génial, mais on constate quand même qu'il y a quand même des arrêts intempestifs assez surprenants, parce que pour un appareil neuf, c'est quand même assez curieux. Les sièges balancent d'avant en arrière. C'est une sensation un peu étrange et peut-être un peu même effrayante. À 16 h, le chemin de la famille Gans croise celui de Daniel Buisson et d'Étienne Follet, en bas du télésiège. On commence à sentir la fatigue, donc je dis, bon, ben, allez, on fait la Caperette et on rentre au parking à la voiture. Une dernière piste que ces skieurs ne feront jamais, car les minutes de la Caperette sont maintenant comptées. On voit petit à petit les pylônes qui défilent, et puis il ne reste plus que 2-3 pylônes pour arriver. Et puis tout d'un coup, clac, le mécanisme s'arrête. Quelques douzaines de mètres plus haut, un accident impensable est en train de se produire. Mal conçue, mal construite, les fondations de la station de retour sont incapables de supporter plus longtemps l'effort qu'exerce sur elles le télésiège. Et elles commencent à se fissurer. À l'évidence, les essais nécessaires et indispensables qui devaient être réalisés ne l'ont pas été. On n'a pas vérifié la qualité du béton quand il a été réalisé. Au moment où la fissure apparaît, on n'aura pas de retour en arrière. Les choses sont inéluctables. Le massif a atteint son point de rupture. L'armature métallique installée dans la fosse est trop légère pour le retenir. Les tiges sont aussi trop courtes, 90 cm, alors qu'il faudrait qu'elles mesurent 1,90 m pour résister à l'effort demandé. Quant au béton, sa qualité est insuffisante pour tenir le choc. Dans ces conditions, la fondation n'est pas assez solide et ne peut pas résister aux efforts de traction imposés par le câble, un peu comme un arbre dont les racines ne seraient pas allées assez loin. C'est l'ensemble des éléments qui fait qu'il y a la catastrophe. Avec une telle construction, l'accident était inévitable. Le massif, il devait casser un moment ou un autre. Et c'est ce qu'il fait. Le massif se déracine et le pylône bascule en avant. Étienne Follet, qui vient tout juste de descendre de la Caperette et qui commence à skier, assiste ébahi à l'accident. On entend un bruit métallique très important, cinglant, qui déchire un peu le silence de la montagne. Et en se retournant sur la droite, on voit que le câble s'effondre, les sièges se mettent à reculer. Et ça a été vraiment très violent, qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de grave. 200 skieurs sont bloqués dans la Caperette. La famille Gans et Daniel Buisson entamaient leur dernier tronçon. Ski au pied, 10 mètres à la pique des rochers, les voilà totalement impuissants. Tout d'un coup, on entend un sifflement, et c'est le câble qui est en train de repartir en arrière. Le câble déraille et saute dans le vide, en arrachant aussi l'avant-dernier pylône. Le câble, il est parti d'un coup.
Donc, étant donné qu'il y a une très forte tension sur le bas, il part en faisant un effet, ce que nous on appelle un effet de fouet. Comme un peu un serpent qui se tord sur lui-même. J'ai cette vision de toute l'installation qui s'effondre et qui dévale la pente. Les sièges repartent à reculons, à toute allure. Je me retourne et je vois le pylône arriver. Je me suis pris en pleine tête. C'est un choc monumental. Pris par ce mouvement de ressort, les sièges sont maintenant catapultés vers le bas, vers le haut, dans une danse incontrôlable. Certains passagers sont éjectés. D'autres restent prisonniers de leur banquette. On se sent projeté dans les airs. Tout de suite, je suis projetée en arrière, avec les jambes en l'air. On a les pieds qui nous passent par-dessus la tête. C'est un 360, je crois que ça s'appelle un salto. Hein. Voilà, mais à toute vitesse. Nous sommes projetés vers le sol, mais je sens que je glisse, que je vais quitter le siège. Mais je suis retenu par la barre. Quelques secondes plus tard, c'est la chute. 10 mètres plus bas, sur la paroi rocheuse. Je prends une châtaigne terrible quand je touche le sol. C'est dur comme du béton. C'est un choc épouvantable. Mais c'est en pente raide. Et donc je pars. Je suis comme un pantin désarticulé et ça ne s'arrête pas, quoi. Je dis, bon, tu vas mourir. C'est fini. Et puis, tout d'un coup, à ma grande surprise, je suis toujours vivant et ça s'arrête. Je sens une douleur terrible au niveau de la hanche et de la jambe. Donc, j'en ai déduit que j'avais la jambe qui était cassée ou le fémur. Il y avait quelque chose qui se passait. J'ai le fils aîné, celui qui a 12 ans, il est debout, à gare. Mon gamin qui a 8 ans, qui est couché, il est inconscient. Je vois, il a du sang qui sort du nez, d'une oreille. Quelques secondes après, il rouvre les yeux et là, c'est vraiment un soulagement. Voilà, il est présent, il est vivant. À quelques mètres de là, Daniel Buisson est grièvement blessé. Je suis dans une mare de sang et je vois le filet de sang continu. Et là, je commence à sentir toutes les blessures, la cheville, le dos, les côtes cassées. La descente, elle ne s'est pas passée sans casse, quoi. Je suis un survivant, un vrai survivant, parce qu'autour de moi, il y a des blessés graves. Je suis le seul à pouvoir marcher. Et c'est un miracle. Des skis, des bottes, partout. Et surtout des corps couchés dans la neige, par dizaines. C'était une scène d'apocalypse, parce qu'il faut imaginer qu'il y avait plusieurs centaines de personnes sur ce télésiège ce jour-là, et que d'un seul coup, tout le monde se retrouve par terre. Dans un réflexe professionnel, Étienne Follet saisit son appareil. Sur plusieurs centaines de mètres, le câble par terre, tout en vrac, et c'était quelque chose d'absolument hallucinant. Ces images que j'étais en train de faire étaient des documents exceptionnels, des témoins importants de cette histoire. Un silence s'abat sur la montagne. Plus un seul bruit. C'est glaçant. Plus personne ne parle. C'est comme, un silence de mort, en quelque sorte. Et puis tout d'un coup, c'est les cris qui apparaissent. La douleur arrive, sûrement que les gens, les personnes, là, tous ces skieurs ressentent les douleurs, et ça crie, il y a les blessés. Il y a une dame qui est en train de râler, et son mari qui dit « Dépêchez-vous, ma femme va mourir, ma femme va mourir ». Il répète ça 3 fois. Et effectivement, on entend la dame qui râle. Et puis ça va durer très longtemps, une demi-heure, on va l'entendre, sans pouvoir rien faire. Avec un télésiège hors service, comment faire monter les secours aussi haut? En nombre, et vite. Les pisteurs savent prendre en charge une chute de ski. Mais ce jour-là, les blessés se comptent par dizaines. Certains agonisent, sur la neige, à 2000 mètres d'altitude, dans le froid, quasiment hors d'atteinte, alors que la nuit va bientôt tomber. Alertés,
Les ambulances de toute la région se précipitent à Luzardiden, tout au bout de la route escarpée. On commence à entendre des bruits qui remontent, le bruit des sirènes des ambulances qui remontent de la vallée. On les entend arriver de loin. Bon, ça donne un peu d'espoir, mais c'est quand même très très long. C'est très très long. On est couché sur de la neige. J'ai froid et je tremble de tout mon corps. Et elle tombe très vite, la température. Donc, on est frigorifié, on claque des dents, on a du mal à prononcer des mots. Les premiers secouristes se lancent du bas de la station. À pied, en motoneige, en dameuse. Il y a urgence. Si les 200 personnes qui se trouvaient à bord de la Caperette ne sont pas secourues rapidement, le bilan va s'alourdir encore. Le risque, c'est l'hypothermie, en plus des blessures. Et plus le temps allait passer, plus le risque d'hypothermie devenait important. Le gendarme Abadi est de permanence à la brigade d'Argelès-Gazost. Il arrive à la station une demi-heure après l'accident. Mon rôle étant de faire une enquête judiciaire et non de faire du secours, j'ai chaussé mes skis et j'ai commencé l'ascension sous la ligne du télésiège. Et c'est une scène de catastrophe que le gendarme, pourtant chevronné, découvre en grimpant. Les blessés et les personnes décédées se trouvent sur 1,5 km de haute montagne, avec des barres rocheuses au milieu. C'est pas simple pour les secours de les évacuer un par un. Je vois les premiers secouristes arriver, mais au fur et à mesure qu'ils veulent se déplacer, ils ont beaucoup de difficultés parce qu'ils s'enfoncent dans la neige. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Pour accélérer les opérations, 2 hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile arrivent sur les lieux. Les hélicoptères, ils font un travail démentiel. Ils sont en position stationnaire à 1 mètre du sol et on charge les brancards. Les minutes sont comptées. 1h30 après l'accident, le soleil s'est déjà caché derrière la montagne. Les hélicos ne peuvent pas travailler pendant la nuit. Il faut que toute l'opération de secours soit terminée avant la nuit. Daniel Buisson reste 4 heures couché dans la neige. Jusqu'à ce que 8 hélicoptères se relaient dans une course contre la montre pour évacuer les blessés. Et là, on voit les secouristes qui arrivent, qui nous donnent une couverture de survie. Je suis couché, je tremble, j'ai froid. Je vois qu'il y a mon épouse, ils sont plusieurs autour d'elle. Pour moi, c'est déjà un soulagement. Et après, que je suis embarqué dans l'hélicoptère. Tandis que la famille Gans et Daniel Buisson sont descendus dans la vallée, le gendarme Abadi parvient enfin au sommet de la Caperette. Le jour disparaît, je suis tout seul là-bas en haut. J'ai vu un massacre sur toute la montée, assez dur à vivre. Ça prend un peu les tripes. Et je prends la dernière photo au sommet, c'est les photos des pylônes. 5 heures après la chute du télésiège, les passagers de la Caperette ont tous été évacués. Mais le bilan est lourd. Plus de 100 skieurs sont blessés. 5 personnes sont mortes et une 6e mourra 1 mois plus tard de ses blessures. Madame, Monsieur, bonsoir. Après le drame, les questions. Comment l'accident du télésiège qui a fait 5 morts et une centaine de blessés hier dans la station de Luzardiden, comment cet accident a-t-il pu se produire? Pour la station, les victimes et les enquêteurs, c'est leur décompte. À qui la faute quand un télésiège de 3 semaines se déracine? Nous avons auditionné tous les protagonistes de la construction, des responsables de la station. On a un mauvais suivi tout du long de la réalisation de l'appareil. Une certaine précipitation a régné pendant la réalisation de l'appareil, puisqu'il a été montré que le permis de construire n'avait pas été encore délivré, que la plupart des ouvrages étaient déjà réalisés. La construction du télésiège devait se faire assez rapidement, parce que ce télésiège était primordial pour la station. Il y avait peu de temps pour profiter des vacances. Les autocontrôles et le contrôle des administrations de l'époque ont été légers. Des fautes de conception, des fautes dans la réalisation des travaux, mais aussi des fautes de surveillance et de contrôle des travaux. Pour aller vite, ouvrir la Caperette pour la saison d'hiver. Cet événement n'aurait pas eu lieu s'il y avait eu un réel suivi du chantier. Rien n'était
fait pour que ça dure. Ça a été bâclé, il devait tomber ce télésiège. C'est de l'incompétence, c'est de l'incompétence. Ce sont des abrutis qui ne savent pas faire un chantier tel que celui-là. Ils sont coupables d'incompétence. C'est de la colère, mais je me dis, mais je suis vivant. Mais à cause de ça, il y a eu des personnes qui ont perdu la vie à cause de ça, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me touche profondément, profondément. En 1993, les responsables de la conception du télésiège et ceux qui ont réalisé les travaux ont été condamnés à des peines de 8 à 24 mois de prison, toutes avec sursis. Des survivants, eux, ont dû apprendre à faire face à leur traumatisme. On revit la catastrophe, on continue. C'est-à-dire que c'est une boucle sans fin. Moi, je vois les images une par une. C'est du présent, c'est pas du passé, c'est du présent. Je vais revivre la catastrophe éternellement, pour ne pas l'oublier, c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se reproduise plus. Le retour d'expérience de l'accident a permis de faire évoluer la réglementation technique et de sécurité. Après l'accident de l'Usardiden, le ministre des Transports a exigé un état des lieux de toutes les remontées mécaniques françaises. Plus de 700 appareils ont été examinés au cours de l'été 87, beaucoup renforcés ou même reconstruits. Le télésiège de la Caperette a été rebâti. Il a rouvert en 1988. Et la station de l'Usardiden connaît aujourd'hui des records d'affluence. Un accident comme celui de l'Usardiden ne pourrait pas arriver aujourd'hui parce que l'organisation qui est mise en place fait qu'on va avoir des contrôles ou des strates qui permettront de garantir que le produit est construit en sécurité. Des contrôles lors de la construction, des contrôles de la maintenance, c'est ce qui permet au transport par câble d'être l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde, avec moins de 7 accidents graves pour 100 millions de passages. Mais bien construire, bien entretenir, ne met pourtant pas les remontées mécaniques à l'abri de tous les dangers. La catastrophe peut aussi arriver de loin. C'est ce qui s'est passé au téléphérique italien du Cermis en 1998. Cavalese est une commune alpine de 4000 habitants dans le nord de l'Italie. Au cœur d'une région grandiose, les Dolomites. Les Dolomites sont souvent considérées comme la 8e merveille du monde, parce que ce sont des montagnes magnifiques, des paysages fantastiques, ces montagnes massives avec des grandes parois verticales, elles laissent sans voix tous ceux qui les découvrent. En face de Cavalese, la montagne qui domine la vallée s'appelle l'Alpe du Cermis. Jusqu'en 98, c'est un téléphérique qui achemine promeneurs et skieurs à son sommet. Le premier tronçon du Cermis relie Cavalese, à une altitude de 1000 mètres, à la gare intermédiaire de Dos dell'Aresi, à 1280 mètres. Un parcours de 2,6 km en à peine 5 minutes. Quand les cabines survolent le centre de la vallée, elles se trouvent à 100 mètres au-dessus du vide. Sous la cabine, on voyait une vallée très profonde. Je me rappelle que quand la cabine se trouvait soudainement dans le vide et se balançait, tout le monde à l'intérieur criait de peur. Un passage vertigineux qui n'impressionne pas que les touristes. La hauteur des câbles à plus de 100 mètres a posé un souci plutôt important, car souvent des avions militaires volaient en passant sous les câbles. Et cela a suscité des protestations des autorités locales, parce que passer à cette vitesse avec un jet est très dangereux.
Jusqu'au 3 février 1998, ces avions militaires n'ont causé aucun accident dans la vallée. Le 3 février 1998 est une très belle journée. Les pistes du Cermis se remplissent progressivement de skieurs. À 14h35, pendant que les skieurs profitent d'une neige parfaite, à Aviano, à 90 km à l'est de Cavalese, un avion militaire se lance sur la piste d'une base de l'OTAN. C'est un Prowler des Marines américains, un avion spécialisé dans la guerre électronique et le contrôle de l'espace aérien, déployé dans le cadre du conflit en ex-Yougoslavie. Ce jour-là, le Prowler doit participer à un exercice dans le nord de l'Italie. Son plan d'entraînement prévoit le survol d'une grande partie de l'arc alpin, et notamment des Dolomites. Les Dolomites ont une structure composée de vallées et de hautes montagnes. Un terrain très similaire à celui de la Bosnie et de la Serbie. C'est donc un lieu idéal pour préparer les pilotes à une éventuelle intervention. Pendant ce vol d'entraînement, le Prowler américain ne peut pas dépasser la vitesse de 833 km/h. Il n'est pas autorisé à descendre à moins de 305 mètres du sol. Et la réglementation est encore plus stricte sur une portion du parcours. Dans les Dolomites, il devra rester à plus de 610 mètres d'altitude. La limite sur les zones montagneuses est plus stricte pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures civiles, de pylônes et de câbles qui peuvent constituer des obstacles très dangereux. À 15h09, des Italiens, des Autrichiens, des Allemands, des Hollandais, des Belges et des Polonais font la queue à la gare de Dos dei Laresi pour reprendre le téléphérique après une belle journée de ski. Les portes se ferment et dans la cabine, il y a 20 personnes qui partent sans savoir qu'il s'agit de leur dernier voyage. Qui pouvait savoir qu'à 15h12, le pilote du Prowler américain changerait le plan de vol? Un léger détour qui le fait entamer une descente vertigineuse sur Cavalese. L'avion franchit la barre autorisée de 610 mètres. Et il descend encore. 400, 200. Il est maintenant à 100 mètres au-dessus du sol. Et il accélère encore. Dépasse la vitesse réglementaire de 833 km/h. Le voilà à 870. Le fait d'avoir violé les réglementations sur l'altitude minimum de vol et sur la vitesse est un comportement criminel. À 15h13, le bruit sourd des réacteurs résonne dans la vallée. La cabine du téléphérique vient d'atteindre le passage vertigineux du parcours à 100 mètres du sol. Distraits par le vide à leurs pieds, les 20 passagers ne se doutent pas que le vrai danger fonce sur eux. Il est pratiquement impossible d'apercevoir un câble de quelques centimètres de diamètre en volant à plus de 800 km/h. C'est la tache jaune de la cabine que le pilote a probablement vu surgir devant lui. Trop tard, même en tentant une dernière manœuvre désespérée. Il est désormais impossible de réagir. À cette vitesse, le temps de réaction du pilote ne permet pas d'éviter cet obstacle. L'aile droite du Prowler touche les câbles du téléphérique à 870 km/h. Les câbles sont dimensionnés pour résister à des efforts de traction, pas des efforts de cisaillement. Donc si une aile d'avion venait à toucher un câble, elle le sectionnerait.
Et c'est ce qu'elle fait. L'aile tranche les deux câbles, comme un coup de sabre. Plus rien ne retient la cabine, qui tombe dans le vide, une chute de 100 mètres et de 7 secondes. Cette seconde, ça peut paraître très court. Mais pour les personnes qui se trouvent dans la cabine, qui savent qu'elles tombent dans le vide et qu'elles vont mourir écrasées, 7 secondes, c'est une éternité. Aucun des 20 passagers n'a survécu à l'impact. Les gens étaient choqués, surtout quand on a découvert les images de la cabine au sol, complètement détruite en 1000 morceaux. Voir le rouge sur la neige, c'est quelque chose qui nous a bouleversés. Endommagé, le Prowler américain a réussi à revenir à sa base d'Aviano. Des brins de câble encore coincés dans son aile fondue. La preuve d'une faute de pilotage. C'est une tragédie qui pouvait être absolument évitée. S'ils avaient volé à l'altitude autorisée, cet accident ne serait pas arrivé. Évitable, la catastrophe soulève un tollé en Italie. L'opinion publique manifeste en mode uni, compact, fort, une très grande réprobation, un ressentiment profond envers les pilotes, dont le comportement léger et stupide a provoqué la mort d'autant de personnes. On assiste à des manifestations publiques d'anti-américanisme. Au bord de l'incident diplomatique, l'armée américaine accepte du bout des lèvres que ces 4 aviateurs soient jugés. Mais le procès aura lieu aux États-Unis pour homicide involontaire. Et la cour martiale des Marines acquitte le pilote et le navigateur. Avant de se raviser un mois plus tard, quand la justice découvre que les 2 aviateurs ont détruit une cassette filmée pendant le vol. Les 2 militaires sont radiés de l'armée américaine. Le pilote est finalement condamné à 6 mois de prison. L'issue du procès pénal est absolument honteuse. Elle provoque en moi de la colère et de l'indignation. Parce que ces pilotes, qui ont voulu démontrer leur habileté, ont interrompu les vies de 20 personnes innocentes. Comme celle de Stresa ou de Luzardiden, la catastrophe de Cavalese est donc bien aussi liée à une erreur, une faute d'origine humaine. Correctement construites, surveillées, exploitées, ces installations sont infiniment moins dangereuses que d'autres moyens de transport. On se retrouve sur un système qui est éprouvé, robuste, qui est relativement rudimentaire de par sa technicité. Les remontées mécaniques sont un des systèmes de transport les plus sûrs au monde. C'est une des raisons pour lesquelles La Paz, Brest, Barcelone, des villes du monde entier s'intéressent aujourd'hui à ce mode de transport public. Car le câble est non seulement économe en vie, mais aussi en énergie. Les téléphériques et télécabines ont été identifiés comme un moyen de transport qui crée peu de gaz à effet de serre et ont des vertus écologiques. Et de ce fait, ils ont été inscrits dans les lois du Grenelle sur l'environnement. Autre atout, le câble peut franchir tous les obstacles à moindre coût. Et les travaux sont donc limités. On ne va pas perturber toute une agglomération. Quand on va vouloir aller d'un point A à un point B, il suffit de mettre un pylône d'un côté et un pylône de l'autre, et le câble sera tendu au milieu, et il permettra d'éviter de construire un pont ou autre. Avec des dizaines de télécabines et de téléphériques en projet, des millions de passagers iront donc bientôt travailler par la voie des airs. À condition que de leur conception à leur maintenance, ces cabines restent sous contrôle.